Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé. À 1 minute de la fin, je vais vous faire signe. Je vous invite à débuter en vous présentant, puis à faire votre exposé. Allez-y. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette commission. Ça fait ma 3e commission ces 10 dernières années. Je ne suis pas un avocat en immigration, je ne suis pas un intermédiaire financier, je suis un des spécialistes internationaux au niveau de l'immigration d'affaires. J'ai fait près de 100 rapports sur l'immigration d'affaires et je me concentre énormément sur la prise de données. Et chaque année, on fait la vérification de près de 200 programmes d'immigration d'affaires à travers le monde. Et on prend beaucoup de facteurs et d'indices sur à peu près 200 villes au niveau de la fiscalité, voire leur compétitivité pour les investisseurs. Alors on travaille surtout avec les grandes entreprises et de temps en temps avec les gouvernements. Je vais vous parler un peu du programme Immigrants Investisseurs. Si vous voulez, après, vous pouvez me poser des questions sur le programme Immigrants Entrepreneurs. Et je vais vous aider à le comparer avec les autres programmes qu'il y a à travers le monde. Alors, on va parler d'abord de ce qui est bien. Le programme Immigrants Investisseurs du Québec, c'est le programme avec le processus de sélection le plus sécuritaire de tous les programmes à travers le monde. Alors, premièrement, il y a une vérification sur les antécédents criminels, qui n'est déjà pas le cas pour beaucoup de programmes à travers le monde d'immigration. Mais en plus, il fait une vérification sur les fonds des individus en tant que tels. Ça, seulement une poignée de programmes à travers le monde le fait, pour qualifier leurs applicants. Ce qui différencie le Québec, en fait, c'est le fait qu'il utilise des intermédiaires financiers. C'est comme une première ligne de défense qui peut rendre des comptes au gouvernement. Et qui fait qu'il y a un filtre des applications. Ils utilisent leur expertise pour voir s'il y a des applications qui ne devraient pas être là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le programme le plus sécuritaire. D'ailleurs, le programme américain a commencé à s'en inspirer. Et moi, quand ça m'arrive à parler avec des pays européens, c'est le premier modèle que je préconise. Parce que travailler avec... on ne peut pas prendre des comptes à un avocat en immigration dans un pays du tiers-monde, ou en Europe ou ailleurs, mais on peut le faire dans son propre pays. Après, on peut parler des frais d'application, qui sont de un peu plus de 15 000 $. C'est les frais les plus élevés au monde pour ce type de programme. Le seul programme qui pourrait se comparer, c'est le programme australien, et ça, c'est si l'individu ne parle pas l'anglais et s'il a beaucoup d'enfants qui appliquent avec lui. Après, on va parler des taux de traitement de la demande, qui sont aussi à peu près les plus élevés au monde. Maintenant, il y a le programme américain qui risque de dépasser le programme québécois. C'est parce qu'il reçoit presque 10 fois plus de demandes qu'il émet de visa. Par contre, nous, on n'a pas ce problème au Québec, vu qu'on sélectionne le nombre de dossiers. C'est notre propre décision de sélectionner et admettre moins de dossiers qu'on reçoit au début. On peut parler de la rétention aussi. Le Québec, c'est le seul endroit où on se pose la question sur la rétention. Nulle part ailleurs, il n'y a aucune donnée sur la rétention des immigrants investisseurs. J'ai moi-même fait plusieurs rapports sur la rétention des immigrants investisseurs au Québec. Mon premier, c'était en 2010. Et déjà, quand on parle de 6 à 8 ans, des fois, ça peut stretch à 10 ans, on ne peut pas vraiment être sérieux dans notre débat de rétention. On sait que c'est pas très sérieux, on ne peut pas vraiment planifier une vie, vous l'imaginez vous-même. Après, au niveau de la méthodologie du calcul de présence, on peut en parler aussi très longtemps, vu qu'il nécessite que chaque personne ait la RAMQ. Pour avoir la RAMQ, il faut être 6 mois par an au Québec pour se qualifier à la RAMQ, alors que ce n'est pas un critère pour maintenir son statut de résident permanent au Canada. On peut être résident permanent au Canada 4 à 5 mois par an et préserver son statut de résident permanent. Donc déjà, on a un petit problème. Si vous posez la question pourquoi c'est si important, si vous faites, disons, 2-3 millions par an, disons en Chine, de revenus de votre entreprise, si vous êtes résident fiscal au Canada, au Québec, vous payez plus de 50% sur vos quelques millions par an que vous faites de revenus étrangers. Alors que vous étiez en Chine, disons que c'est des revenus sur des dividendes, vous payerez 20%. Alors, aucun fiscaliste au monde conseillerait d'être résident fiscal
au Québec ou au Canada si votre source de revenus est à l'étranger. De 1. L'autre point important, c'est que le rapport de présence, le dernier rapport de présence date de 2018, qui fait état de l'année 2017, qui elle-même regarde ceux qui sont arrivés au Québec, les immigrants qui sont arrivés au Québec en 2015. Maintenant, quand vous avez environ 7 ans, 8 ans, ça prend à un immigrant investisseur de venir, vous vous retrouvez à peu près à 2009, 2008, 2010 de ceux qui ont fait leur demande d'application. Ça veut dire si demain, vous mettez une nouvelle politique pour intégrer les immigrants investisseurs pour faire être sûr qu'ils soient retenus au Québec, disons à 99%, 100%, ça va vous prendre 10 ans avant de le réaliser. Alors, entre-temps, bon, il peut y avoir 2 fois le changement de gouvernement. On ne peut pas savoir. Ça veut dire peut-être que ça a marché les dernières années, peut-être le nouveau batch d'immigrants investisseurs vont tous rester au Québec. Aujourd'hui, on pense qu'ils ne vont pas le faire. On a un gros lag entre ce qu'on veut avoir comme information et la collecte. Après, je touchais aussi peut-être un peu au niveau de ce qui est ces dernières années est passé un peu dans les nouvelles au niveau des immigrants investisseurs et le marché immobilier. J'ai fait quelques rapports aussi là-dessus. D'ailleurs, il y a un rapport fédéral qui est sorti cet été, qui s'est concentré sur le sujet. Ils ont voulu voir si les immigrants investisseurs avaient un impact sur le marché immobilier de Vancouver et Toronto. Et comme qui était prévisible, il n'y a pas un impact important. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont fait en sorte que les marchés immobiliers dans ces villes-là ont augmenté et l'impact des immigrants investisseurs était minime. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai voulu être court. 3 minutes. 3 minutes. Je parlais un petit peu, alors, si vous voulez, comment améliorer l'impact du programme immigrants investisseurs. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. La première chose, c'est quelque chose que j'ai souvent parlé, c'est un programme de rétention. Pour améliorer la rétention, c'est un programme d'accompagnement et pour favoriser l'intégration économique des immigrants investisseurs. C'est la première façon où on peut augmenter l'impact du programme. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, un peu, le nerf de l'économie, c'est la main-d'œuvre. Okay. On cherche à attirer de plus en plus de talents. Maintenant, quand vous ramenez une personne, disons quelqu'un qui a fini l'université, commence à travailler, s'il est très bon dans son domaine, il excelle, souvent il va décider de développer sa propre entreprise. Il développe sa propre entreprise, s'il a du succès, elle grandit, il engage des gens, il devient un entrepreneur. Au fil du temps, s'il continue à avoir du succès, son entreprise grandit, il engage des gérants, il commence à se détacher un peu de la structure quotidienne de l'entreprise et il devient un investisseur. Il commence à investir dans il achète d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, etc. Alors la crème de la crème un peu du talent, c'est l'entrepreneur. L'impact que ces gens peuvent avoir au Québec, au niveau, que ce soit pour favoriser l'entrée d'un certain marché pour des entreprises canadiennes, pour des entreprises québécoises, favoriser l'exportation, l'importation ou l'investissement peut être énorme. C'est quelque chose que le gouvernement précédent a toujours été très ouvert. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à l'appliquer. L'année dernière, ils ont mis en place une commission pour essayer d'améliorer l'intégration et la rétention. Et ça passait beaucoup par ce type de programme. Ce n'est pas quelque chose qui nécessairement risque de coûter au gouvernement. Je sais que beaucoup des intermédiaires risquent d'être ouverts à ce genre d'engagement. D'accord, je peux terminer maintenant si vous voulez. Très bien, très bien. Je vous remercie pour votre exposé et on va débuter le bloc d'échange en commençant par le parti formant le gouvernement. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Tajik, bonjour. Merci de participer aux travaux de la Commission. À la page 2 de votre mémoire, vous dites j'ai participé déjà à 2 consultations publiques sur l'immigration lors des 10 dernières années. J'ai participé à des conférences privées avec plusieurs gouvernements, dont celui du Québec, sous la gouverne de l'ex-ministre de l'Immigration, la députée de Notre-Dame-de-Grâce. J'ai conseillé le ministère sur la façon d'améliorer ses programmes entrepreneurs et investisseurs. J'ai écrit plusieurs rapports sur la façon d'améliorer la rétention des immigrants investisseurs au Québec et j'ai effectué de nombreuses études sur le sujet.
Je me demandais, de quelle façon, concrètement, avez-vous travaillé avec le précédent gouvernement lorsque vous dites que vous avez conseillé la députée de Notre-Dame-de-Grâce et précédente ministre de l'Immigration? J'ai rencontré le ministère à plusieurs reprises. Une fois, c'était avec Investissement Québec. On a eu une rencontre. On a eu d'autres rencontres avec le ministère pendant qu'il faisait la refonte du programme Entrepreneur. Il y a 5 ans, j'étais un peu de ceux qui avaient conseillé qu'on pouvait augmenter les frais d'application au seuil qui le sont. Mais ça venait avec la recommandation de baisser les délais de traitement. Alors on a augmenté les frais d'application, on a réussi peu à peu à réduire, parce qu'à un moment donné, ils étaient à 8, 9 ans, et peu à peu, ils ont baissé au fur des années pour arriver à 6 ans. Ça, c'est une des façons. Au niveau du programme Entrepreneur, j'ai conseillé, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'était toujours de construire une structure où on utilise le secteur privé pour faire son bidding, si vous voulez. Excusez-moi mon anglicisme. Et premièrement, si ça prend 6 ans pour un programme Entrepreneur, si quelqu'un vous remet un plan d'affaires et vous lui dites « Parfait, reviens dans 6 ans », après 1 an et demi, le plan d'affaires est à la poubelle. Il ne vaut plus rien. Vous voulez dire quand vous dites par le billing, par la facturation? Non, bidding. Ah, bidding, OK, Ouais. la soumission. Okay. Et bref, au niveau des entrepreneurs, on n'a pas besoin de demander plan d'affaires, dans grand nombre des cas, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les informations nécessaires pour avoir un plan d'affaires solide. Ça peut être, je ne dis pas que c'est la règle pour tous, mais en termes généraux, ça serait toujours préférable de les amener avec un programme temporaire. Ils passent 6 mois, ils bâtissent leur plan d'affaires, ils font leur investissement, on les sélectionne sur leur profil. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont la capacité, est-ce qu'ils ont une expertise, est-ce qu'ils ont la capacité de réussir? Si oui, ils reçoivent une résidence temporaire. Et là, on les encadre à pouvoir réaliser leur projet. C'était un peu ça. Dans votre mémoire, là, vous dites là, que le Québec vérifie la licité des fonds et vous dites on ne devrait peut-être pas le faire. Pourquoi on ne devrait pas vérifier la provenance des fonds? Attention, si vous avez le passage exactement, je pourrais vous dire, mais ce n'est pas vraiment ma pensée. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans tout autre type d'immigration, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire que, disons, quelqu'un qui a des pensées malsaines, ou disons un criminel, irait payer une fortune, attendre 6 ans et passer par le processus de sélection le plus rigoureux au monde, alors qu'il y a énormément d'autres voies à sa disponibilité. Ce que je dis, c'est pas besoin de mettre plein de gardes à l'entrée si toutes les autres portes et les fenêtres sont ouvertes. Ça se limite plus ou moins à ça. Je sais qu'un peu tout l'importance du processus pour qu'il soit très sécuritaire, ça a plus je vous dirais, des allures pour garder l'intégrité du programme. Mais quelqu'un qui investit 1,2 million chez Investissement Québec, on doit quand même pouvoir savoir d'où vient l'argent. Bien sûr, mais disons, mes parents ont émigré au Québec il y a plus de 25 ans. Ils sont venus, ils avaient de l'argent, ils ont acheté une maison, personne n'a vérifié l'origine des fonds. Je comprends, mais quand même, dans le type de programme que nous avons, c'est des millions de dollars. On comprend qu'avec les intermédiaires financiers, la majorité, ce sont des sommes qui proviennent d'institutions financières canadiennes et que c'est un flux monétaire qui est généré à l'interne. Mais sur l'ensemble des actifs, dans le fond, le programme est justement fait pour ça, pour dire que s'il y a des sommes qui viennent de l'étranger, on veut s'assurer qu'elles soient licites. Juste pour qu'on soit clair, je n'ai rien contre ce que vous dites. Il n'y a aucun problème avec ce qui est fait pour vérifier l'origine des fonds. OK. Sur la question de l'établissement, là, vous dites qu'on est un des seuls États à se soucier du fait que on regarde le taux de présence ou le taux de rétention sur le territoire québécois. Puis vous dites, pour plusieurs raisons, il y en a qui ne devraient pas être résidents fiscaux au Canada.
C'est un peu dur à réconcilier le point de vue de dire, bien, écoutez, on ne devrait pas se soucier de ça, alors que théoriquement, le programme immigrant investisseur, c'est fait en sorte pour que les immigrants investisseurs puissent investir au Québec, puissent y demeurer, puissent immigrer au Québec. Ouais. Sinon, ça ne va pas à l'encontre du but, de l'objectif du programme? S'ils ne sont pas résidents au Québec, s'ils ne font pas leur vie ici? Si vous regardez les conditions d'acceptation, vous verrez que un des principaux critères de sélection, c'est avoir une entreprise dans les 2 dernières années, avoir un certain nombre d'employés, un certain fonds de roulement, certaines sommes de revenus, ce qui nous laisse présager le costume d'un homme d'affaires qui a une entreprise dans son pays d'origine. Okay. Il n'y a rien qui nous laisse croire que ces gens-là, surtout avec les délais un peu qui ne permettent pas vraiment une vraie planification de la vie, que ces gens-là quittent leurs attaches, quittent leur entreprise. C'est-à-dire, il y a plusieurs types de profils. Un des grands problèmes qu'on a avec le programme investisseur, c'est qu'il y en a juste un. Alors que, par exemple, si vous regardez comme l'Australie ou d'autres pays, on sait qu'il y a différents profils d'immigrants investisseurs. Il y en a qui vont se relocaliser complètement, il y en a qui vont se faire partiellement, qui vont peut-être relocaliser complètement tôt ou tard, et il y en a que c'est des touristes qui vont rester quelques temps, il y en a qui vont... Alors, on a un programme qui répond à ces 3 profils, alors que, par exemple, l'Australie a 3 programmes pour chaque profil. OK. Et au niveau du taux, je comprends qu'il y a plusieurs profils dans d'autres États, mais l'objectif de l'immigration, généralement, c'est de s'établir dans le pays d'accueil. Et là, ce que l'on constate, c'est que les gens ne sont pas présents sur le territoire québécois. Et ce que vous nous dites, c'est de dire, bien, les fiscalistes diraient aux gens, ne vous établissez pas au Canada, de façon à ne pas payer, supposons, l'impôt au Canada. Ça, c'est dans le cas où, comme je vous ai dit, des gens ont des revenus à l'étranger. Mm-hmm. Ça peut être très possible que la personne a appliqué à 55 ans, à 65 ans, il a le droit de venir au Québec, il est retraité. Et il reste au Québec. Je comprends. Puis il y a différents... Mais ce que vous dites, là, c'est que lorsqu'on a des revenus de l'étranger, qu'on a une vie active, on ne devrait pas s'établir au Québec pour ne pas se faire imposer au Québec. Je vous dis dans certains cas. Non, mais je sais, mais l'objectif de l'immigration, c'est de venir enrichir la nouvelle société d'accueil, puis pas uniquement de bénéficier des avantages fiscaux attachés à cela. Lorsqu'on parle d'immigration en général. Ce n'est pas des avantages fiscaux en tant que tel de ce que j'ai dit, mais je comprends votre question. Pour la répondre, comme je vous dis, la plupart des États qui ont des programmes d'investisseurs, il y en a plus d'une 50aine, se préoccupent principalement de l'impact économique du programme. On sait que les gens d'affaires, souvent, c'est très dur de les laisser s'attacher à un seul endroit au long de l'année. Ils risquent de devoir voyager pour leurs affaires. Ils ont leur principale affaire sûrement qui est dans leur pays d'origine. Alors, ils font un peu l'amalgame des deux. Après, le taux de rétention, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de rapports sur le taux de présence. Ce qu'on publie ici au Québec, et il n'est pas précis. Le fédéral a fait lui-même sa propre version en 2014 quand il faisait la critique, quand il faisait l'évaluation du programme immigrant investisseur fédéral, et c'est à peu près le double parce qu'il utilisait la déclaration d'impôt pour vérifier leur présence, et les taux de présence étaient nettement plus élevés. Tout à l'heure, dans les groupes qui vous ont précédé, on nous disait au niveau des immigrants investisseurs, il y en a qui sont des ambassadeurs de ce programme-là. Que c'est vraiment des cas de succès majeur. Est-ce que vous, qui êtes un consultant dans ce domaine-là, est-ce que vous avez en tête quelqu'un qui a appliqué dans le programme et qui a investi massivement au Québec et que ça s'en est résulté par des succès publics qui sont connus? Je peux vous parler au niveau du Canada, Ali Kaching, qui est l'homme le plus riche d'Asie, qui est passé par le programme fédéral il y a très longtemps. Du Québec. Du Québec, écoutez, vous parlez à n'importe quel intermédiaire, ils vont vous dire, moi je rencontre mes clients,
Et après, vu que ça prend 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans, ou 10 ans pour qu'ils reviennent, je ne sais pas ce qui leur arrive. Et ça, c'est un des gros problèmes. On ne peut pas, à cause des délais, on n'est pas capable d'avoir des tracks un peu les résultats, si vous voulez. Donc ça, c'est un problème massif. Et puis, pour moi, qui est un peu... pour moi, l'immigration, c'est vraiment relié à l'économie. Il faut, quand on fait un investissement chez un immigrant, il faut être capable de voir les résultats, track les résultats et savoir si notre investissement a des retombées ou pas. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions, Mme la Présidente. Je vous remercie. Monsieur le député de Chauveau, vous prenez la parole. Allez-y. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Monsieur Tadjik, merci beaucoup pour votre présentation. Très intéressant. Je vais faire un peu de pouce sur ce que le ministre est en train de discuter avec vous. Je constate les délais qui sont longs, avec les présentations qui ont été faites au préalable avant vous, ce que vous nous parlez aujourd'hui, puis toute la comparaison que vous avez avec les autres pays. Ça peut prendre 6 ans, 7 ans, 8 ans avant de s'en venir. Vous nous mentionnez également que les avantages fiscaux, peut-être au Québec ou autre endroit au Canada, c'est pas toujours avantageux. J'essaie de comprendre, avec votre expertise qui est internationale, c'est quoi l'avantage vraiment pour l'investisseur de venir prêter 1,2 million de dollars au Québec dans ce contexte-là où la personne, peu d'entre eux viennent vivre au Québec, viennent s'établir, il y a une rétention difficile, puis en plus, la fiscalité est peu avantageuse. Pourquoi une personne décide de s'inscrire dans ce processus-là? C'est sûr que la question, peut-être les intermédiaires financiers peuvent la répondre plus facilement, mais moi, comme je vous dis, j'évalue environ 200 villes à travers le monde. Et au Canada, je fais Montréal, Toronto, Vancouver. Et je peux vous dire que le Québec, c'est vraiment un des endroits les plus formidables à pouvoir vivre. Et ça, moi-même, je l'ai compris en évaluant un peu, en apprenant à connaître le reste du monde, que ça soit sur énormément de facteurs. Et on est très chanceux ici au Québec. L'équilibre qu'on a entre loisirs et travail est exceptionnel. La qualité de vie est exceptionnelle. La tolérance qu'on a envers les étrangers, les autres aussi, est exceptionnelle. Alors, il y a énormément de raisons pourquoi les gens veulent vivre ici. Maintenant, beaucoup de gens le font pour différentes raisons. Les raisons pourquoi quelqu'un d'Afrique se relocaliserait est peut-être différent de quelqu'un de Chine, c'est des choses qu'on évalue. Souvent, c'est la liberté. Vous savez, quand il y a l'instabilité et le gouvernement perd un peu contrôle de la situation, les premières personnes qui sont mal prises, ce sont les gens fortunés. C'est ceux que, s'il n'y a plus l'État pour instaurer la sécurité, c'est ceux qui sont pillés, c'est ceux qui sont tués. Alors, c'est devenu un petit peu... tout le monde doit avoir une porte de sortie. Okay. C'est un peu ça que comment les gens le promotent. C'est qu'il faut avoir une porte de sortie sécuritaire pour tes enfants, pour ta famille, pour toi-même, etc. Autrement dit, ce que vous êtes en train de me dire, le Canada et le Québec, c'est une terre d'accueil sécuritaire. Les immigrants investisseurs se payent une porte de sortie. Certains viennent, hein, attention, je ne veux pas faire de généralisation, mais certains vont se payer une porte de sortie. Au cas où ça aille mal dans leur pays, on le sait que l'instabilité politique, la guerre et tout, donc plusieurs vont se payer une porte de sortie, éventuellement pour s'en aller. C'est ce que vous me dites. Oui, mais je voudrais être très clair. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je ne veux pas généraliser tous les profils. J'ai peut-être donné cette impression, mais il y a énormément de raisons. On peut en parler pendant des heures. Il y a énormément de raisons pourquoi des gens viennent se relocaliser, choisissent le Québec. Il y a énormément de raisons pourquoi ils risquent de ne pas rester au Québec. Mais moi, j'ai toujours promu non les forcer à rester, mais leur donner des raisons de rester. Et il y a énormément de choses qu'on peut faire sans que ça coûte quoi que ce soit au gouvernement. Merci. Ça termine le bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. On est rendu au bloc d'échange avec l'opposition officielle. Monsieur le député Denis Ligan, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Allez-y. Merci, Madame la Pour Présidente. 10 minutes. Oui. Merci, Madame la Présidente. Merci pour votre intervention et votre rapport. Je vais commencer par la première question que vous jugez intéressante tout à l'heure lors de votre réponse à M. le ministre par rapport au rôle des intermédiaires financiers.
vous avez dit que c'est une exigence qui est unique et ça rassure des deux côtés. Ça nous rassure, nous, en tant que parlementaires, en tant que citoyens, mais en tant aussi que province. Mais aussi, ça envoie un message à l'extérieur par rapport à la pertinence de notre système par rapport aux immigrants investisseurs. Si on se compare par rapport aux autres pays, parce qu'on sait que tout le monde veut des immigrants investisseurs. Je ne pense pas qu'on a le temps nécessaire pour dire le pourquoi, mais selon vous, est-ce qu'on doit renforcer ça, on doit le laisser, on doit penser à le changer? C'est pas parce qu'on a le programme le plus rigoureux au monde qu'il faut arrêter ou il faut le rendre moins rigoureux. C'est comme je vous donnerai un exemple très simple. Le Canada, c'est peut-être le pays le moins raciste au monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des choses pour le combattre et pour améliorer encore la situation. Alors c'est à peu près le même cas. C'est pas parce qu'on est les meilleurs qu'on doit s'asseoir sur ses lauriers et pas continuer à améliorer le processus. Mais quand vous dites améliorer, pensez-vous que le système qu'on a maintenant, il faut l'améliorer par rapport au rôle des intermédiaires financiers? J'ai vraiment pas d'opinion là-dessus. OK. Vous avez dit aussi que le programme, il est le plus complexe, le plus cher, le plus sécuritaire. Mais malgré ça, on voit que des gens attendent 9 ans avant de venir au Québec. Comment vous voyez ça? Disons, je pense que ça a toujours été... on s'est toujours dit peut-être c'est les gens, parce qu'ils sont fortunés, ils sont moins à plaindre. On a favorisé certains d'autres types d'immigration parce que, bon, on a peut-être 5 places et 6 personnes. Alors on va favoriser ceux qui sont peut-être plus à risque. On a eu la crise des réfugiés qui a fait en sorte que peut-être qu'on a alloué plus de places à une certaine catégorie. Et au fur du temps, peut-être que c'est ça. C'est un choix du gouvernement, en fait. J'ai vraiment pas compris. Si vous pouvez expliquer votre idée, s'il vous plaît. Pourquoi les délais de procédure ont tellement augmenté? Oui, justement, parce que vous avez dit que le programme est le plus complexe. Mais en fait, je m'inspire de votre analyse. Vous avez dit que vous avez analysé plusieurs programmes au niveau international et votre constat est le suivant. C'est un programme qui est complexe, cher, sécuritaire aussi, mais quand même, moi, le constat que j'ai devant moi, les gens attendent pour venir au Québec. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, malgré tout ça. Vous voulez dire pourquoi ils attendent autant? Oui. Bonne question. Vous pourriez le demander aux intermédiaires financiers ou des consultants en immigration, ceux qui font la promotion du programme. Moi, je... Lisez cette question. Pourquoi ils sont prêts à attendre autant d'années? Oui. C'est la qualité de ce que le Québec offre. Okay. Vous avez évoqué un point intéressant par rapport à la rétention et vous avez dit qu'au niveau, corrigez-moi si je me trompe, qu'au niveau mondial, ce n'est pas un critère que les autres pays ou États prennent en considération. Oui ou non? Au niveau de l'analyse de la provenance des fonds, vous voulez dire? Non, pas l'analyse des fonds. Vous avez dit que le Québec base son analyse de pas la rétention, la présence au niveau de la RAMQ. Et quand on se compare avec d'autres États, on sait que les capitaux voyagent, les investisseurs voyagent aussi, mais vous pensez que ce n'est pas quelque chose qu'il faut toujours avoir pour garder les investisseurs au Québec? Écoutez, chacun peut peut-être avoir sa définition de qu'est-ce que veut dire intégrer ou immigrer. Les conditions qu'ils ont à répondre, c'est être présent sur le territoire 2 ans sur 5 ans. 2 années sur 5 ans. Ça, c'est l'unique critère qu'ils ont de présence. Tout le reste, ça devient l'opinion des gens, si vous voulez. Du moment qu'ils sont présents au Canada, 2 ans sur 5 ans, ça, c'est le contrat qu'ils doivent remplir. Si on considère que ça, c'est pas c'est s'intégrer, c'est une question complètement différente. Ça devient peut-être subjectif. Alors, c'est ça. Quand quelqu'un est présent 2 ans sur 5 ans, il a rempli l'exigence qu'on avait placée en lui. Exigence de rester résident permanent? Oui. Okay. C'est la seule exigence qu'il a, de présence. Okay.
Mais on s'entend que s'il veut être citoyen, c'est autre chose. Oui, tout à fait. OK. Et quand vous analysez un peu ce qui se passe ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que les États-Unis s'inspirent du même programme, ou vous avez proposé, hein, probablement j'ai mal entendu, vous avez proposé ou vous avez dit que les États-Unis s'inspirent du même programme, donc le programme québécois. Pourquoi? Parce que les États-Unis, depuis que le programme fédéral a fermé, ils se sont retrouvés avec énormément de demandes. Les demandes qui venaient pour le Canada, c'est retourné vers le programme américain. Il a connu une croissance énorme. Et ils ont commencé un peu à perdre le contrôle, si vous voulez. C'est devenu un peu le Far West. Ils ne savent pas combien ils doivent faire un investissement à risque dans un projet. Et si ce projet réussit et donne les résultats escomptés, il se qualifie à avoir la résidence permanente. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de ces projets réussissent et ne réussissent pas. Il y a eu beaucoup de scandales, etc. Nous, le programme québécois, ça fait plus de 30 ans qu'il existe. On a eu dans le temps on a eu des scandales, etc., qui a fait que peu à peu, on a trouvé une formule qui fonctionnait mieux. Alors aujourd'hui, le programme américain essaie de trouver des façons en utilisant le modèle québécois avec le SEC, de réduire ce genre, avoir plus de supervision sur le programme et ce qui se fait. Donc, si je peux comprendre que malgré je peux dire entre guillemets les irrégularités, parce que ça a été un peu réglé avec le temps, le délai, etc., qu'on peut toujours améliorer, ou voir comment mieux intégrer les immigrants investisseurs dans notre écosystème. Vous pensez que le Québec aujourd'hui peut dire fièrement au niveau mondial qu'on a l'un des meilleurs programmes qui nous permet de ramener les immigrants investisseurs? Non, on a un des programmes on est très content de nos résultats au niveau de l'impact économique des investissements, de l'utilisation qu'on fait. Ça ne veut pas dire que l'impact ne peut pas être plus avec l'utilisation des fonds. On a une structure qui est un modèle pour les autres programmes à travers le monde. Mais quand tu as un programme d'immigration qui risque de prendre 8 ans maintenant pour que les gens débarquent, on ne peut pas être fier de ça. Après, moi, ce que j'ai toujours promu, c'est trouver des moyens de faire en sorte que les immigrants investisseurs investissent plus au Québec au niveau... donc on s'aligne un petit peu avec leurs intérêts. Je vais vous parler un peu d'expérience que j'ai eue avec des immigrants investisseurs, parce que souvent, je conseille, quand ils arrivent, quoi faire. J'en ai eu qui sont venus et qui ont dit « Ah, j'aimerais bien peut-être acheter un terrain et construire un immeuble. » Moi, ma première approche, c'est, avant de faire des investissements au Québec, apprends ton environnement. C'est un environnement très différent que d'un pays en voie de développement. C'est pas la même vitesse. On travaille pas à la même vitesse. Il y a beaucoup plus de lois. Il faut vraiment un support autour de lui. Il doit avoir plus de connaissances. Et souvent, moi, ce que je lui disais, c'est, à la place de ça, trouve une entreprise au Canada, au Québec, qui fait quelque chose que tu peux exporter dans ton pays. Vous comprenez? Ça, on s'entend. Moi, ma logique, parce qu'aujourd'hui, nous avons devant nous, en tant que députés, un programme. La question qu'on se pose tous, est-ce que ce programme, on le ferme, on le continue, on l'améliore, ou qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour cela que je vous pose la question. Aujourd'hui, dans les faits, nous avons quand même un bon programme qui, probablement, il faut l'améliorer, sachant l'impact économique de ce programme. Et tout à l'heure, c'était mentionné par l'impact au niveau des régions, l'impact sur les manufacturiers en région, l'impact sur les entrepreneurs en région qui demandent les subventions qui proviennent de ce programme. Et je rajoute aussi l'intégration des minorités visibles via le financement de quelques heures et quelques mois qui leur permettent d'acquérir une première expérience québécoise. En fait, c'est là où je veux vous ramener. Vous avez quand même une bonne expérience à l'international. C'est juste comment on peut lire. En tant que gouvernement... Le bloc d'échange avec l'opposition officielle. Et maintenant, j'invite le député de Laurier-Dorion à prendre la parole pour le bloc d'échange avec le deuxième groupe d'opposition. Pardon. Merci. Allez-y. Merci. Bonjour, monsieur. Expliquez-moi quelque chose. Vous avez dit tantôt,
l'exigence du programme exige une résidence effective 2 ans sur 5 ans pour la durée du programme. D'autre part, on sait que, hormis le questionnement s'il faut s'en occuper ou non, la question du taux de rétention, qu'il y a beaucoup de ces immigrants investisseurs qui partent très rapidement. Et, comment concilier ces deux chiffres-là? Est-ce qu'ils partent après 2 ans de résidence effective, ou dès qu'ils peuvent, ou ils partent avant? Expliquez-moi. Ce que je veux être clair, comme je dis, je suis peut-être la personne qui a fait le plus de rapports précisément là-dessus. On ne peut pas discuter de la rétention des immigrants investisseurs au Québec. On ne peut pas. On n'a pas les données pour. Aussi simple que ça. Donc, lorsqu'on dit... La façon qu'on regarde le problème, la problématique, n'est pas adaptée aux immigrants investisseurs, de 1. Et de 2, à cause des délais de traitement, on ne peut pas avoir une image du présent de les immigrants qu'on a sélectionnés les 2 dernières années, 5 dernières années, 7 dernières années. Quel va être leur taux de présence? Aujourd'hui, peut-être le taux de présence des immigrants investisseurs est peut-être de 99%. On ne peut pas le savoir. Donc, on ne peut pas savoir si les immigrants investisseurs respectent l'obligation de 2 ans sur 5 ans, et on ne peut pas savoir si les chiffres du ministère ça, on peut le savoir. sont corrects. Le 2 ans sur 5 ans, c'est la même chose pour tous les immigrants. OK. Tous ceux qui reçoivent la résidence permanente ont les mêmes critères. 2 ans, 5 ans. Alors, on ne va pas mettre au pays. Les Québécois... Oui, au pays. C'est-à-dire, on va pas mettre c'est pour la province, là. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se déplacent tous les 2 mois non plus. En général, les gens sont établis quelque part. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un problème de rétention des immigrants investisseurs? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 15% des immigrants investisseurs? Moi, mon étude, toute ma recherche, après toutes ces années, c'est on ne peut même pas parler d'un chiffre. On ne peut pas parler de chiffres. On peut peut-être penser qu'il y a un problème, mais on n'a pas les chiffres pour pouvoir le démontrer précisément, ou pouvoir track, voir si nos décisions, nos changements, les politiques qu'on va prendre, qu'on va établir, vont avoir un impact dans les prochaines années. Merci. On est maintenant rendu au bloc d'échange avec le 3e groupe d'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je vais continuer rapidement sur ce que mon collègue a mentionné par rapport à... Bon, vous nous dites qu'en termes de rétention, c'est très difficile de se fier à des chiffres, puis même qu'on ne pourrait pas en avoir d'ici 8-9 ans. Mais qu'est-ce que vous pensez quand même de, par exemple, des mesures comme la francisation? Est-ce que vous êtes en faveur? Parce qu'on n'a peut-être pas le chiffre de rétention, mais on nous disait tout à l'heure qu'il y a un très faible nombre de francophones qui appliquent dans ces programmes-là. Et la francisation, pour nous, est une solution puis un besoin là, pour l'immigration réussie au Québec. Alors, quand même, est-ce que vous y croyez à la rétention de ces immigrants investisseurs-là? Il faut voir aussi le profil. Quelqu'un qui est francophone a plus de portes d'entrée que quelqu'un qui n'est pas francophone. Ça veut dire, si vous êtes francophone, même si vous avez une grosse fortune, peut-être vous pouvez choisir d'autres programmes pour entrer au Québec que le programme Immigrants Investisseurs. C'est pour ça que c'est surtout des gens anglophones qui vont appliquer, ou allophones qui vont appliquer pour le programme Immigrants Investisseurs. Vous nous dites quand même de prioriser ces... Bien, pas de prioriser, mais quand même d'y porter une attention particulière à ces investisseurs. Ce qui va se passer, c'est que, vu que c'est des gens fortunés, ils n'ont pas nécessairement besoin d'intégrer le marché du travail. Ça veut dire qu'ils peuvent très bien être intégrés dans la société sans, si vous habitez à Montréal, par exemple, sans parler beaucoup de français. Ça m'amène à une autre question. Oui, parce que vous dites justement que ce pas des gens qui ont besoin de s'établir, mais vous avez, par exemple, dans les objectifs de ce programme-là, il y a les immigrants investisseurs peuvent potentiellement répondre aux problèmes de succession entrepreneuriale. On parle de gens qui viendraient prendre une entreprise et devenir l'entrepreneur principal. Ça, c'est un autre sujet. La succession entrepreneuriale, c'était surtout pour au niveau des entrepreneurs, et ça devait vraiment être pour les régions. Et est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas de programme à ce niveau-là. OK. C'est quelque chose qui, en 2012, les premiers rapports ont établi qu'il y a énormément de grandes demandes au Canada pour la succession entrepreneuriale. Et jusqu'à maintenant, bien qu'il y ait eu beaucoup... Moi, j'en ai parlé souvent, Board of Canada en a parlé souvent aussi. Ça ne doit pas être indiqué comme un avantage au programme, la relève entrepreneuriale. Les immigrants peuvent potentiellement répondre aux problèmes de succession. Pas au niveau du programme Immigrants Investisseurs. Parce que, en général, les immigrants qui viennent du programme Immigrants Investisseurs... Ça termine le bloc d'échange. Je vous remercie.
Merci, M. Tajik, pour votre contribution à la commission. Je suspends quelques instants pour permettre au prochain groupe de prendre la place. Merci.